de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme qui a beaucoup bougé dans sa vie et qui me fait l'honneur, en direct de quelque part dans le monde, d'être à mon micro. Bonjour Émilie. Bonjour Hélène. C'est très Merci gentil. de me recevoir. Mais c'est moi qui suis touchée et ravie de te recevoir ce matin, vraiment. Alors, je sais que moi, je suis en Guadeloupe. Je sais que tu es quelque part dans le monde. Mais je crois que tu es au Luxembourg, c'est ça? C'est ça. Voilà. Pour cette année, oui. Pour toi, ça. cette année. C'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'elle bouge, elle est un peu partout dans le monde. Donc, on ne sait pas où tu seras l'année prochaine, mais en tout cas, aujourd'hui, au moment où je te parle, tu es au Luxembourg. Exactement. Comment vas-tu aujourd'hui, Émilie? Ça va très bien, écoute. Il a recommencé à faire beau, donc c'est magnifique. Super. Non, ça va hyper bien. Dis-nous, quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous? Alors, c'est vrai que quand je réfléchis à cette question-là, je me dis au départ, allez, parle de ton début pour arriver à ta carrière de foot. Et puis après, je me dis, mais en fait, c'est toutes ces 11 dernières années, en fait, dont il faut que je parle, parce qu'en fait, alors on va les résumer, bien sûr, parce qu'on n'a pas, Oui, on n'a pas 11 ans. On n'a pas 11 ans, parce que sinon, s'il faut que je résume 11 ans, il faut que je prenne 11 ans. Et je pense qu'on les a pas. Mais il faudrait que je parle de mes années universitaires et puis réaliser que je veux partir jouer au foot, sauf que le foot n'est pas populaire pour les femmes. Le sport en général, pour la femme, n'est pas populaire. Donc, le foot est un sport encore moins populaire pour la femme. Donc, il faut que j'explique ça à mes parents, qui m'ont toujours soutenue. Mais ça reste quelque chose de pas populaire et c'est vrai que on veut toujours la sûreté et financière et d'un toit et on veut toujours cette sécurité-là pour ses enfants. Absolument. Donc c'est vrai qu'il a fallu quand même que j'explique tout ça et qu'à travers tout ce parcours-là que je rassure chaque année parce qu'à chaque fois c'est mais tu es où cette année? Donc à chaque fois il fallait rassurer et puis c'est vrai que ma sœur a un peu ce surnom pour moi. Enfin, c'est pas vraiment elle qui me l'a donné. C'est une connaissance qui est devenue que je peux commencer à appeler un ami, qui m'a surnommée Easy. Easy, pourquoi? Parce que je parle pas comme ça de mon parcours, parce que pour moi c'est normal. Ce que je fais est normal. Ça veut dire que pour d'autres personnes c'est exceptionnel, mais pour moi c'est quelque chose tout à qui fait est normal. Est-ce à dire, Émilie, que le jour où tu as décidé, tu t'es dit, ok, je veux être footballeuse professionnelle. À partir de ce jour-là, ça a été une évidence et quel que soit ce que tu as traversé, tu savais que c'était ton objectif, point final. Je savais que je voulais jouer au foot, même si c'était sur un glacier en Islande ou en Alaska. Je savais que je voulais, peu importe. Donc il fallait naviguer tout ça, il fallait naviguer le fait d'être une jeune femme au moment où je suis partie. Je suis partie à 19 ans. Donc on peut penser que c'est tard, mais c'est très jeune. Partir de chez soi sans avoir rien vu, jamais rien vu, à part la France pendant 2 semaines, et à part des îles de la Caraïbe quand j'étais petite ou bébé, j'avais jamais encore vu de grands pays. Et le premier grand pays en plus dans lequel j'arrive, c'est les États-Unis. À 19 ans, tu es partie directement aux États-Unis. Exactement. Alors, il faut savoir, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que tu es originaire comme moi-même et tu es de la Guadeloupe. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, traditionnellement, maintenant, heureusement que ça commence à changer. Quand on arrivait après le baccalauréat, le réflexe était je pars faire mes études en France hexagonale. Donc, c'est vrai que d'entendre que à 19 ans, donc après le bac, je suppose, ou après, je sais pas, tu partes directement aux États-Unis, j'avoue que c'était pas courant. Ce n'est pas courant. Voilà. Ce n'est pas du tout courant. Et en fait, j'ai un peu fait une année, comme j'aime le sport, je me suis dit, je vais faire STAPS. Toutes les personnes qui aiment le sport se disent, ils vont faire STAPS. Absolument. Mais c'est vrai en plus. C'est exactement ça.
Sauf que quand ce n'est pas pour tout le monde. Et je l'ai découvert parce que ce n'était pas du tout pour moi, parce que la méthodologie de cours n'allait pas forcément avec moi. Voilà, c'est assez particulier. Et l'année où j'ai divagué comme ça en année de stack, j'ai dit non, je peux pas rester je peux pas ne pas faire ce que je veux faire. Et puis j'ai de nouveau connecté, enfin j'étais toujours en contact d'ailleurs avec mon coach de basket. Et à la base, je suis partie aux États-Unis pour le basket. Je ne suis même pas partie pour le basket. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que à la base, je partais pour le basket. Parce que j'ai été repérée au basket. Et j'ai recommencé à faire du foot aux États-Unis. Mais naviguer tout ça en tant que jeune femme et puis c'est savoir alors mes parents m'ont toujours soutenue, ma famille m'a toujours soutenue, mais chacun d'entre eux à leur manière était quand même inquiet. Ce qui est tout à fait normal, on le leur accorde. On le leur accorde et je suis la dernière en plus, donc il y a encore cette espèce de protection. Exact. Je l'ai vécu à l'époque comme une surprotection, mais au final, heureusement qu'elle était là, la surprotection, parce que pour ce que j'ai vécu en si peu de temps, heureusement qu'elle était là. Et honnêtement, il y a une chose moi qui m'a beaucoup aidée et sur certaines choses sauvée, c'est mon éducation à l'antillaise. C'est quelque chose, l'éducation de ma mère à l'antillaise, l'éducation de mon père, ça c'est quelque chose qui m'a tenue droite dans mes baskets, peu importe le pays où je suis passée. Explique-nous ça. Et ça, alors c'est quelque chose qui pour moi, par exemple, j'ai vécu une situation à Chypre, parce que j'ai aussi joué sur la jolie île de Chypre, où on était logé par le club avec une autre joueuse. Et c'est vrai qu'on est deux dans une énorme villa, quoi. Et on est bord de plage, c'est très beau. Mais moi, je suis quand même habituée à si je n'ai pas fait la connaissance des gens en dehors de chez moi, je ne vais pas les ramener chez moi. On n'a pas cette éducation-là. On fait d'abord ta connaissance en dehors de chez nous, et ensuite, potentiellement, si on a confiance en toi, on te ramène chez nous. Alors, la joueuse qui est avec moi est norvégienne. Et puis, dans leur pays, c'est pas la même culture. Ils sont un peu plus, à ce niveau-là, ils sont un peu plus confiants, on va dire, que nous. Donc, il y a un jour, elle me dit, Émilie, est-ce que ça te dérangerait pas que tel garçon vienne à la maison pour venir pour me récupérer, pour qu'on aille prendre enfin je sais plus qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et je lui ai dit mais tu l'as déjà rencontré, tu le connais? Elle me dit non, je viens de le rencontrer, je connais pas, j'ai juste fait sa connaissance par téléphone. Je lui ai dit comment ça tu as fait sa connaissance par téléphone et tu le fais te récupérer devant chez nous? Et après ça, si c'est après où on habite, et après il découvre qu'on est qu'à deux et qu'il veut ramener 4 copains. Non. Ah oui. Et on va faire sa connaissance dans un café. Va t'asseoir dans un café. On va prendre un cappuccino avec lui. Apprends à faire sa connaissance pendant 1 mois. Et après ça, je te dirai si tu peux le ramener ou pas. On est à 2, on va pas, ça va pas, non? On n'a pas de sécurité, là. Est-ce qu'elle t'a écouté? Ah, mais elle l'a surtout pas ramené. Moi, je sais pas ce qu'elle a fait après. Je sais pas ce qu'elle a fait après. Tout ce que je sais, c'est qu'elle l'a pas ramené parce que mon côté entier, je parlais peut-être anglais avec elle, mais mon côté entier est ressorti très vite. Parce que j'avais pas le temps de me retrouver dans un cas on sait tous que la Guadeloupe a son lot. Mais j'aime beaucoup dire, pour avoir voyagé, j'aime beaucoup dire aux gens, écoutez, la Guadeloupe a son lot peut-être, vous vous plaignez de la Guadeloupe. Mais moi, je préfère encore 10 fois, c'est vraiment parce que j'aime le foot, mais j'aurais préféré 10 fois rester en Guadeloupe et vivre en Guadeloupe. On a une qualité de vie qu'on n'apprécie pas. Vraiment, on ne prend pas le temps d'apprécier. Et donc, on ne prend pas le temps de l'apprécier. Et donc, j'aime bien dire et répéter, écoutez, prenons le temps d'apprécier ce qu'on a chez nous, parce que dans ces pays-là, ils ont le même lot que nous, hein. Il faut pas se leurrer. Il y a les mêmes violences, il y a les mêmes bagarres, il y a les mêmes choses. Faut arrêter de dire. Faut arrêter de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Exactement. C'est partout pareil. J'ai vécu des situations que j'ai vécues en Guadeloupe
dans des pays plus grands, dans des pays plus petits. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, comment ça s'est passé justement en arrivant aux États-Unis? Alors, ça s'est bien passé parce que cette culture-là, alors si tu vas demander à chaque membre de ma famille, ils vont te dire Émilie américaine, c'est sûr. Ah oui. Ça, tu peux demander, je pense que tu en connais une, tu peux lui demander. Ah oui, donc en fait, le mode de vie américain, ça te convient? C'est très clairement un mode de vie qui, à part, honnêtement, vraiment, à part la nourriture chez eux, parce que ça, je peux pas faire, à part la nourriture, je peux rester, mon but était de rester vivre aux États-Unis, c'était que jusqu'à maintenant, je suis aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a fait quitter les États-Unis? Ah, c'est principalement le financier qui a joué un rôle très important. Parce qu'il fallait que je paye mon université. Et puis, c'est vrai que c'était assez coûteux. Il me restait 6 mois d'études et il me restait encore 10 000 ou 15 000 euros à donner. Ah oui, c'est vrai que les études sont très très chères aux États-Unis. Donc c'était coûteux et donc c'est vrai que en tant qu'enfant de parents retraités et pré-retraités à l'époque, j'avais pas envie de rajouter, même s'ils étaient prêts à les sortir, au même titre que le reste de ma famille qui a voulu aider, mais moi je me voyais pas encore tirer 6 mois mentalement en sachant ça. Tu aurais été mal. C'est vrai que j'aurais été mal. Parce qu'en plus, je suis le type de personne qui est empathique, mais vraiment jusqu'au bout. Donc, ça aurait peut-être joué sur mes notes. Il faut savoir que si les notes sont pas bonnes, on peut pas jouer dans l'équipe. Donc, ça aurait peut-être joué sur mes notes à l'école, ça aurait peut-être joué sur mes performances sur le terrain, qui aussi m'aurait permis d'aller dans une université plus grosse. Donc, c'était vraiment plein de choses en même temps. Mais les États-Unis, c'est ma vie. Tu vas peut-être briser une idée que je me faisais des études aux États-Unis. Je croyais que lorsque justement on était repéré par une université, en fait, quelque part, l'université prenait en charge tes études, non? Alors, oui, la plupart des universités font ça, sauf qu'il y a moi, j'ai découvert le système américain et j'ai vraiment découvert qu'en fait, il y a plusieurs types d'universités. Et il y a plusieurs. Alors, il y a comment expliquer? Il y a les universités de division 1, 2 et 3. Et ensuite, il y a encore un autre niveau d'université qu'on appelle des junior collèges. D'accord. Et donc, en fait, ces junior collèges permettent de faire 2 ans d'université. C'est comme faire une prépa pour aller à l'université. Ok, d'accord. C'est une prépa universitaire, on va dire ça, de 2 ans. Et ensuite, on va à l'université pour encore 2 ans. Normalement, l'université aux États-Unis, c'est 4 ans. Sauf que nous, on fait, au lieu d'aller directement dans une université de 4 ans, moi, je suis allée dans une junior collège, donc pour 2 ans. Et ensuite, le but, c'était d'être opéré d'aller dans une plus grosse pour mes 2 dernières années, en fait. Et c'était ce que j'allais faire, et probablement que j'allais réussir à avoir une bourse pour aller à l'université. Sauf que j'ai pas pu finir mes 6 mois, donc finir la 2e saison avec mon école. Et donc du coup, vu que je n'ai pas fini ma 2e saison avec mon école, donc c'était un peu compliqué d'avoir une bourse. Quand tu as quitté les États-Unis, tu es parti où alors? Je suis partie au Canada. Mais pas très loin. Je suis partie, non, c'était vraiment un avion. C'est le chemin le plus court, je pense, que j'ai fait de mes années. Je pense que c'est le plus court, c'est le Canada, c'est un avion. Où tu es resté combien de temps? Je suis restée un an, une saison au Canada, parce que c'était vraiment pas ma tasse de thé. Je pense que c'est l'un des plus courts que j'ai fait. C'est pas le pays en soi qui me dérangeait. Je pense que j'ai juste pas réussi à m'adapter à l'école, peut-être, ou je sais pas. Je pense que c'était pas trop mon truc. Et puis je suis arrivée, je me suis dit ouf, moins 40 degrés, dès que je serai bien couverte, ça va aller.
Sauf qu'il faut les vivre, les moins 40 degrés. Et puis au final, j'ai pas pris moins 40 degrés, j'ai pris de moins 45 à moins 50 pendant 3 jours. Oh purée. Donc autant dire que je suis restée à l'intérieur pendant 3 jours. Tu étais où aux États-Unis? À Los Angeles. Ah oui, c'est pas du tout le même. Voilà. Ah Et oui, non, c'est pas du pas, tout. et Los Angeles, c'est pas du tout universitaire. Donc forcément, il y a des choses en termes de prix et de loyer, puis toutes ces choses-là qui sont énormes. Alors, si quand tu es parti des États-Unis, tu es allé au Canada. Après, donne-moi juste la liste par ordre d'arrivée dans ces pays, des pays que tu as pu faire pour arriver jusqu'au Luxembourg. Alors, Canada. Par la suite, je suis revenue en France pour me poser. J'étais en région parisienne. Non, j'étais dans le sud avant. J'étais à Albi avant. Et ensuite, je suis revenue en région parisienne. J'ai développé des contacts en région parisienne Mhm. et aussi dans le sud. Donc, ce sont ces contacts-là qui m'ont permis de faire un certain nombre de voyages en Suisse, d'aller faire des essais en Suisse, d'avoir des connaissances et aussi d'avoir un contact qui va me permettre après de partir en République tchèque, d'aller en Espagne, d'aller en Italie, et puis le Covid est arrivé, et par la suite vers le Luxembourg. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu tires justement de ce parcours atypique quand même que tu as pu avoir? Que j'ai toujours persévéré. Même quand ça a été, même les matins où je me suis réveillée, et je me disais, mais c'est pas possible que je rentre chez moi, je pourrais pas. J'ai toujours continué. Dès qu'on peut se lever et mettre un pied devant l'autre, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Il y a personne qui a pas un mauvais jour ou une mauvaise semaine. Ça arrive. Mais le but, c'est de se lever et de continuer à mettre un pied devant l'autre. Si on arrive à faire ça, il n'y a aucune raison que rien d'autre ne fonctionne. Donc j'ai réussi, pour moi c'était le plus important de réussir à faire ça parce qu'en plus j'ai quasiment grandi, j'ai pas grandi en Guadeloupe comme certains où j'ai grandi dans le monde. j'ai grandi, j'ai grandi dans, Est-ce que tu j'ai acceptes de grandi nous dans plein dire, de pays à est-ce la que fois. tu acceptes de nous dire, quel âge as-tu aujourd'hui, Émilie? Aujourd'hui, j'ai le chiffre que j'arrive pas à prononcer. Donc je vais le dire à ma manière. J'ai 25 ans plus 5 ans d'expérience. C'est ce que j'ai mis sur mon gâteau. 25 ans plus 5 ans d'expérience. Tu t'es arrêté à 25 et puis voilà. Oui. Le principe, c'est de s'arrêter à un chiffre où on se sent confortable. Non, mais je suis très en phase avec mes 30 ans. Mhm. Mais c'est vrai que dans ma tête, dans mon corps et dans mon cœur, ça me fait du bien, en fait, de me dire que j'ai 25 ans parce que ça me permet, moi, de garder. Il faut que je sois capable de rivaliser avec des jeunes filles de 19 et 20 ans sur un terrain. Donc, si j'arrive à me garder en tête que j'ai 25 ans, ça me permet de garder cette vitalité-là, de garder cette énergie-là. Il faut que je puisse la garder le plus longtemps possible parce que je sais que elle va commencer à se dégrader. Donc, il faut que j'arrive à la Alors garder. justement, la carrière d'une footballeuse, hein, puisque c'est côté femme, moi, je ne m'inquiète pas des hommes, ils se gèrent. En règle générale, c'est jusqu'à quel âge? Bah, c'est jusqu'à ce que le Le corps corps ne ne suive puisse plus? plus. Mais alors, en général, la carrière d'un sportif, dans tous les cas, et d'un sportif de haut niveau, en général, c'est entre 10 et 15 ans. Pour ceux qui ont vraiment pris soin d'eux et dont leur corps est capable de suivre, ça peut aller jusqu'à 20 ans. J'ai un exemple en tête d'une joueuse de foot, d'une Brésilienne qui a joué jusqu'à ses 40 ans, voire plus. Ah oui. Et c'est vrai que c'est un exemple que je prends beaucoup parce que il y a deux Brésiliennes que je prends beaucoup en exemple parce que j'aimerais pouvoir réussir à garder cette envie de toucher un ballon et même de réussir à pouvoir courir jusqu'à cet âge-là. Peut-être que j'aurais plus l'envie, mais j'aime bien les garder en tête parce que c'est vraiment deux femmes qui ont réussi à, malgré tout ce qui se passe dans leur pays, parce que même si on pense que le Brésil est progressiste, le Brésil reste encore, au niveau du foot féminin, ça avance, parfois ça recule, parfois ça avance. C'est un peu comme certains grands pays qui avancent et qui reculent.
Donc c'est un peu un travail en chantier à chaque fois, tout le temps. Mais je crois, enfin, de mon regard extérieur hein, au football, je crois que c'est tous les pays hein, pour le football féminin. Parce que même en France, bon, quand elles gagnent, ok, on dit bravo. Et puis, quand elles perdent, c'est, oh, bah, de toutes les façons, ce sont des nanas, quoi. Donc, Oui, donc bon, c'est un peu partout pareil. Alors il y a les pays scandinaves ont eu un peu plus d'avancées. Ça veut dire qu'ils ont très tôt mis l'égalité homme-femme au niveau des salaires dès qu'ils représentent l'équipe nationale. Donc il y a un peu cette égalité-là. Mais quand je regarde l'un des pays les plus puissants au monde, les États-Unis, les filles ont dû continuer à se battre alors qu'elles ont gagné, je crois, 3 fois la Coupe du Monde ou plus que ça. Je me rappelle plus. Elles ont gagné beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques. Et puis elles étaient quand même traitées comme des sous-marques, alors que les hommes, pour se qualifier en Coupe du Monde, c'était déjà compliqué. les femmes qui ont, comme d'habitude, à faire leurs preuves beaucoup plus que les hommes. J'en ai eu les 10 dernières années, j'ai eu des petites remarques à droite à gauche, j'ai eu des preuves à faire. Enfin, par moment quand je parlais, je pouvais dire quelque chose et puis après on se disait ah mais en fait elle sait de quoi elle parle. Bah oui, je le pratique, je pratique quand même mon sport donc je sais ce qui se passe. Comment ça se passe au Luxembourg pour toi? Alors ça se passe super bien pour l'instant, alors pour l'instant. Le but c'est que ça continue à super bien se passer tout le temps pour que je puisse y rester. Mais non, c'est génial. Les gens là-bas sont vraiment agréables. Ils aident. Au niveau du championnat, on se démène bien. Le début est un petit peu compliqué, mais ça va. Et puis là, je vois un autre engouement au niveau des petites filles, parce que j'ai commencé tout récemment à entraîner les petites filles de mon club. Mhm. Et donc, je vois l'engouement qui se passe au niveau des petites catégories, ce qui n'est pas fait en fait chez nous, pour encourager les petites filles à jouer au foot. Bah, chez eux, ils le font. Alors, chez nous, c'est encouragé, mais on va dire que le support est c'est quelques bénévoles qui essayent, donc c'est pas évident. Mais j'aime bien voir les petites filles toucher un ballon et puis apprendre à aimer ce sport que moi j'aime depuis que j'ai 5 ans. Et c'est vraiment génial en fait. Si on regarde bien, tu as vécu une forme de déracinement en fait, mais déracinement voulu, hein, puisque c'est toi qui as souhaité vivre ta passion. Donc à 19 ans, arraché de chez toi, enfin arraché, décollé de chez toi. Décollé de chez moi. Et décollé de chez toi, tu as vécu ta passion, tu as grandi en même temps que ta passion. Est-ce que s'il fallait trouver en fait ce qui t'a permis de vivre tout ça et de rester debout et de ne pas perdre la tête et de ne pas perdre pied, si je t'écoute, il y a 2 choses, c'est ton éducation et surtout le soutien inconditionnel de ta famille. Très clairement. Très clairement. Ça veut dire que si j'ai pas ces 2 choses-là, je pense pas. Alors j'ai ma force de caractère qui de toute façon est là. Ah, mais je pense quand même, Émilie, hein? Mais Même, hein? je pense que oui, non, mais elle est là. Mais si j'ai pas D'ailleurs, ces ta 2 famille doit te choses-là, le rappeler aussi, hein? il me le rappelle très souvent. Mais c'est vrai que si j'ai pas ces 2 choses-là, c'est compliqué. La période, on va dire, la plus compliquée pour moi était celle du Canada et un peu celle de la République tchèque. Et donc, c'est vrai qu'avec le décalage horaire, je devais appeler à certaines heures. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a un soir, je rentre du Canada, il y a de la neige jusqu'aux voitures. Je dois rentrer avec mes bottes, j'en peux plus, j'ai froid, mais je veux juste rentrer chez moi. J'ai de la neige qui rentre dans mes yeux, j'ai des lentilles, donc c'est pas agréable. Et puis, je suis au téléphone, je sais plus avec lequel des membres de ma famille que j'étais au téléphone. Et puis, je parle et je dis, j'en ai marre, je veux rentrer, c'est bon, ça me fatigue, j'en peux plus. Et puis, je suis en train de babiller dans tout le téléphone. Et tout le trajet, j'avais, je crois, 15 ou 20 minutes entre le métro et la marche. Et je babille, je babille, je babille. Et puis, je crois que c'est ma sœur. Et je crois qu'elle me dit, mais ben rentre. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer? On prend un billet d'avion, tu rentres, c'est bon. Ah ouais, mais non, mais j'ai pas fait tout ça pour rien, tu te rends pas compte? Tout ça, truc. Et puis elle me dit, ben pourquoi tu te bien alors? C'est moi qui t'ai envoyé dans la neige.
est-ce que c'est moi? Je me dis, mais et puis à chaque fois que j'avais une discussion comme ça, que ce soit ma mère, mon père, que ce soit ma soeur ou mon frère, à chaque fois, ils me disaient, mais est-ce que c'est nous qui t'avons envoyé dans le froid? On t'a pas envoyé là. Si tu veux rester là, c'est ton problème. Donc, à chaque fois, il fallait quand même que je me remette en question et que je me dise, mais tu babines, mais tu as fait un choix. Personne l'a fait pour toi le choix. Tu le fais depuis que t'es jeune, donc continue à l'assumer. Et puis, il y a encore un mois, il y a eu une grosse vague de froid en Europe. Et donc, on a pris une grosse gelée. Et il y a un matin où je me réveille et je me dis, mais c'est pas possible. Je regarde le téléphone et je vois -6. J'ai dit, mais non, mais pourquoi je comprends pas pourquoi je fais ça. Et puis après, quand on avait entraînement le soir, et j'arrive le soir à l'entraînement, je me dis, mais ok, d'accord, je sais pourquoi je le fais. Donc, c'est bon. Mais il faut ça au moins une fois dans le mois ou une fois par semaine. Il faut ce coup de, on va pas dire de babier, mais il faut ce truc-là pour après se dire, ok, je sais pourquoi je le fais. Et puis après, le fait d'avoir des validations, ce qui m'a fait continuer quand j'étais aux États-Unis, c'était le fait d'avoir été élève du mois. J'ai été élève du mois de septembre 2013 dans mon école. Okay. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette reconnaissance-là, parce que les Américains fonctionnent beaucoup par reconnaissance. Absolument. Quand j'ai eu cette reconnaissance-là, je me suis dit, ok, je sais pourquoi je suis partie loin. Pourquoi je suis partie loin? Parce qu'en fait, j'étais pas à 3 heures. Tout le monde pense que, oh, mais t'étais aux États-Unis, donc t'étais pas loin de la Guadeloupe. Mais non, parce qu'en fait, j'étais en côte ouest. Ah, ben oui, Los Angeles, oui, absolument. J'étais pas en côte est à 3 heures, à Miami, à 3 heures de chez moi. J'étais de l'autre côté où le décalage horaire était encore un autre décalage horaire. Et je sais plus combien d'heures de décalage on avait avec la Guadeloupe. Et donc, c'était encore autre chose. Et c'est vrai que ça m'a permis de valider, être élu élève du mois, m'a permis de valider, ok, ça fait du bien. Je peux continuer à faire ça, ça va. Et c'est vrai que j'ai une période, par rapport au Covid, j'ai eu une période de remise en question où je me suis dit, bon, je fais quoi? Est-ce que je me sens encore en forme? Oui. Est-ce que je retente quelque chose? Oui. Est-ce que c'est faisable ou pas? Je me suis dit, allez, je peux le faire. Un championnat de première division, c'est largement dans mes cordes, je peux retenter. J'ai décidé, j'avais des choix, mais j'ai décidé d'aller vers le Luxembourg. Après avoir été élue joueuse caribéenne de l'année par un magazine, par Inside Caribbean Football, je me suis dit, bon, ok, je peux encore aller 2 années encore à jouer au foot, je peux encore le faire, ça va. Je peux encore tenter, et après, si mon corps me dit, bon, bah, allez, tu te calmes, je vais gérer. Mais il faut ces petits moments de doute pour qu'après il y ait ces gros moments de validation pour qu'on se dise, ouais, ok, ça va, ça fonctionne. Je suis sur la bonne voie. Je suis bien installée. Je me sens bien. Il faut juste ces moments-là. Parfois c'est compliqué, mais il faut vraiment ces moments-là parfois. Tu es vraiment inspirante, Émilie, vraiment. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement à des jeunes femmes, des jeunes filles, qui ont une passion à vivre, qui aimeraient la réaliser? Parce qu'il y a 2 choses que je trouve extraordinaires dans ton parcours. C'est une passion souvent attribuée aux hommes et tu as foncé. Tu t'es dit non, moi c'est le foot et rien d'autre. Et la deuxième chose, c'est de partir dans un pays totalement étranger, je ne sais pas, tu n'étais pas bilingue quand tu es partie? Alors, je prenais des cours d'anglais, mais alors, oui, ça ma mère m'a mis à l'anglais. Non, ça n'a rien à voir avec le bilinguisme. Ma mère m'a mis à l'anglais très tôt, parce que il y a une valeur très claire dans notre famille, c'est on est au milieu de la Caraïbe et dans la Caraïbe, ils parlent 2 langues, anglais et espagnol. Et il y a aucune autre île qui parle français à part la Martinique et nous. Faut trouver une solution. Et ma mère m'a dit, écoute, très tôt, elle m'a dit, tu fais un choix. Cours d'anglais ou cours d'espagnol particulier. Fais un choix. Et j'ai dit, bon, je suis pas très espagnol, anglais. Donc, dès la 6e, je crois, au collège, j'étais en cours particulier, mais c'était pas la même chose. Après, heureusement que j'avais ces bases-là, parce qu'en 3 mois, je sais que j'étais bilingue. Voilà, c'est ça. Tu avais de bonnes bases. Tu es partie avec de bonnes bases. Je suis partie comme tout le monde en disant hello, how are you?
c'est I'm fine, thank you. Et après, je suis partie avec les mêmes bases. J'avais pas, c'est juste parce que j'aimais bien l'anglais et que j'ai une très bonne capacité d'apprentissage pour les langues qui fait que en 2 mois, 3 mois, j'étais bilingue. Mais je suis partie comme tout le monde. J'avais pas plus. Alors, qu'est-ce Donc que tu après, dirais à une jeune fille qui a envie de partir, qui a envie de vivre un rêve et qui n'a pas forcément envie de partir juste vers l'Hexagone? En fait, on nous a longtemps dessiné, on va dire, ou dit que l'Hexagone était le chemin de prédilection ou qu'on n'avait que cette voie-là pour aller faire nos études. C'est vrai que c'est longtemps resté le seul endroit où on pouvait aller, en fait. C'est la seule chose qu'on pouvait faire. Avec des personnes de ma génération ou même de celle d'avant, ils ont commencé un peu à comprendre que il n'y a pas que celle-là. On peut aller en Belgique, on peut aller en Allemagne, on peut aller aux États-Unis, on peut aller au Canada. C'est très vaste. Donc, surtout, ne pas se limiter. Si cette personne-là veut vivre son rêve en France, c'est que la France est faite pour elle. Mais si cette jeune-là sent dans son cœur que il faut qu'elle aille vers une autre culture, il faut qu'elle aille prendre autre chose, qu'elle ait pas peur de se dire merde, qu'est-ce que je vais faire? Pardon pour le langage. Mais non. En fait, il faut juste imaginer une colline, ou imaginer une falaise, et puis juste faire un pas. C'est tout. C'est juste faire un pas. Alors, faut pas le faire littéralement, hein, d'accord, qu'on m'écoute bien. Faut pas faire le pas littéralement, aller au bout d'une falaise et le faire littéralement physiquement. Ne faites pas ça. Mais en fait, faut avoir le courage de dire j'y vais. Et avoir confiance. Faut juste faut avoir confiance en soi et faut avoir le courage de dire je vais. C'est vrai que pour le coup, moi, mon comme ils disent en anglais, mon support system, les gens qui étaient autour de moi étaient très forts aussi, donc ça m'a aidé. Mais en soi-même, si on n'a pas cette force-là de dire ok, je me fais confiance et je veux faire ça, si on se fait pas confiance, on va pas pouvoir y arriver. Si surtout on n'a pas le courage de dire je vais et de convaincre les autres en face qu'ils aient confiance en nous aussi, parce qu'il faut pouvoir leur transmettre cette confiance-là en disant j'y vais. Donc si on peut pas faire ça, non, faut vraiment faire ce en quoi on croit, surtout, pas ce en quoi les parents croient, pas ce en quoi les amis croient, non. Mais ne faites pas, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui font par rapport aux amis, ou par rapport aux copains, ou par rapport, on a tous notre chemin. Et je pense que ces jeunes-là, ces jeunes femmes-là, ont beaucoup, en tout cas celles qui arrivent, ont beaucoup à faire, ont beaucoup à nous apprendre, qu'elles fassent leur chemin. C'est juste le plus important. Si elles sentent dans leur cœur qu'il faut qu'elles aillent parcourir le monde, qu'elles prennent un sac à dos et qu'elles aillent parcourir le monde. Merci, Émilie. De rien. Non, vraiment, c'est super inspirant. Je suis vraiment super contente d'avoir échangé avec toi parce que, waouh! Bon, je pense que je pourrais, en réfléchissant bien de ta mère, mais sincèrement, tu m'as donné envie, je sais pas, peut-être pas de prendre mon sac à dos parce que je suis plus hôtel que bivouac, mais en tout cas, non, c'est vraiment super inspirant. J'applaudis des 2 mains ton parcours, qui n'a pas été simple, mais qui a fait la femme que tu es aujourd'hui et qui est vraiment inspirante pour toutes les femmes qui arrivent, quoi. Vraiment, merci, Émilie. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter. Ouf, juste beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissance, et puis... je sais pas, je pense que j'ai déjà eu beaucoup de choses quand même. Super. J'ai eu énormément de choses déjà. Gratitude. Alors, je te souhaite encore justement une vie pleine de petits et de grands bonheurs. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu à moi, d'avoir accepté de venir à mon micro. Et je te dis à très vite. Un jour peut-être en passant par la Guadeloupe, j'espère te croiser. À très vite, merci beaucoup. J'espère aussi. Bye bye. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.